Donc on commence la démo de l'outil Typco EBX. Pour se connecter à l'outil, tout ce qu'il nous faut, c'est une URL avec les identifiants qui vont bien pour se connecter. En fait, c'est une application web, donc les utilisateurs n'ont pas besoin d'installer quoi que ce soit. Il suffit d'avoir un navigateur. L'outil est compatible avec tous les navigateurs du marché, donc Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, et aussi Internet Explorer. Et il peut aussi se connecter avec tous les outils du SSO, comme Microsoft Azure Active Directory par exemple, pour se connecter avec ses identifiants Windows. Donc je vais renseigner mes identifiants et je vais me connecter à l'outil pour accéder à mes référentiels. Donc ici à gauche, nous avons une barre de menu qui nous permet d'accéder aux différentes fonctionnalités et aussi de référentiels. On peut par exemple voir ici, nous avons une fonctionnalité de recherche qui nous permet d'effectuer des recherches sur la globalité de mon référentiel, sur plusieurs tables. Par exemple, si je renseigne ici BMP et je clique sur le bouton recherche, l'outil va effectuer des recherches sur la totalité des tables de mon référentiel. Il m'affiche des résultats. Il garde aussi en historique le résultat des différentes recherches. Donc là, c'est un peu long. Hop. Donc là, en gros, j'obtiens le résultat de la recherche sur mon référentiel entreprise. Et je vois que j'ai pas de BMP sur mon référentiel employé, entité légale, etc. Donc là, à partir de l'écran de ma recherche, je peux accéder à un enregistrement sur le référentiel des entreprises, par exemple, visualiser les données, effectuer des modifications, sortir, etc. Ensuite, nous avons ici un onglet gouvernance qui permet d'accéder aux fonctionnalités de workflow. J'ai une boîte de réception de mes tâches de workflow et je peux aussi ici suivre les workflows en cours ou lancer des nouveaux workflows, etc. En fait, la totalité du menu et de l'interface graphique, elle est configurable. C'est-à-dire que je peux créer des nouvelles perspectives pour différentes équipes. Je peux avoir un menu avec des fonctionnalités et des référentiels différents pour chaque équipe. Donc c'est une interface dynamique, elle n'est pas statique. C'est-à-dire pour certaines équipes, je peux avoir uniquement l'accès à un référentiel entreprise, par exemple. Pour d'autres équipes, je peux avoir l'accès à d'autres référentiels avec les fonctionnalités de gouvernance, etc. Donc par la suite, je vais accéder à mon référentiel entreprise. Donc je vais afficher ma table entreprise. Donc c'est une table, hein, c'est comme sur une fiche Excel, une table avec différentes colonnes. Donc j'ai aussi l'identifiant, le nom, l'identifié de l'entité légale, etc. Donc cette vue, dans EBX on appelle ça une vue, elle est aussi configurable. C'est-à-dire on peut en créer plusieurs avec différentes colonnes et l'utilisateur final, il peut aussi créer ses propres vues. Donc c'est dynamique. Et cette interface graphique, en fait, elle est générée automatiquement par le système. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est on définit le modèle de données du référentiel, on le déploie, et EBX se charge automatiquement de créer les interfaces graphiques utilisateurs pour la maintenance des données. Donc ici, nous avons en haut ce qu'on appelle dans EBX une toolbar, qui est aussi configurable, c'est-à-dire que EBX génère automatiquement une toolbar par défaut, et on peut par la suite l'enrichir par des nouveaux services ou la modifier si besoin. Donc dans cette toolbar, j'ai un menu action qui me permet de faire plusieurs opérations, comme créer un enregistrement, supprimer, dupliquer un enregistrement, valider un enregistrement, c'est-à-dire visualiser les erreurs de validation s'il y en a, et accéder à l'historique, effectuer des imports-exports, etc. Donc là, ce que je vais faire, je vais visualiser l'historique de mon référentiel d'entreprise.
Le historique me permet de tracer et de garder toutes les opérations effectuées dans cette table, dans le système, c'est-à-dire quel type d'opération, est-ce qu'il s'agit d'une création ou d'une modification, ou quand on autorise des suppressions, qui l'a fait, quand, et quels sont les attributs qui ont été modifiés pendant cette opération. Là, par exemple, je vais prendre cette transaction sur mon entreprise Deutsche Bank. Donc, je vois que la modification a été effectuée à cette date par cet utilisateur et que le logo a été modifié. Je vois aussi que la rue a été modifiée. Donc, je peux garder la trace de toutes les modifications effectuées sur mon entreprise, qui est très utile dans le cas de certaines réglementations, surtout dans le domaine de la finance, mais pas que. Et je peux aussi faire des rollbacks si besoin, c'est-à-dire je peux revenir à la version précédente quand une erreur est effectuée dans le référentiel. C'est-à-dire ici, je peux sélectionner ma modification et je peux faire une restauration à partir de l'historique. Je peux aussi effectuer des recherches dans mon historique de BX. Donc ici, à travers ce petit bouton, j'accède à des fonctionnalités de recherche. Ici, je peux par exemple sélectionner un ou plusieurs critères. Donc là, je vais sélectionner le nom de l'entreprise et je vais mettre BNP. Donc je vais sélectionner les modifications dans l'historique pour les entreprises dont le nom contient le texte BNP. Je vais appliquer mon critère de recherche. Donc là, le système me retourne toutes les opérations effectuées sur les entreprises dont le nom contient BNP. Donc ici, par exemple, je vois qu'il s'agit de BNP Paribas Japon, par exemple. Après, je peux combiner ces critères, c'est-à-dire je peux accumuler plusieurs critères de recherche. Par exemple, je veux afficher les modifications effectuées entre le 1er janvier 2019, pendant l'année 2019. Donc on va mettre en place un filtre sur la date de la transaction et ici sélectionner 2019 et on va indiquer que la date doit être supérieure ou égale alors on va recommencer 2019 janvier, donc entre le 1er janvier 2019 et elle doit être inférieure ou égale on va se placer sur décembre 2019. Hop. Donc là, je vais mettre le 31 décembre, j'applique mon filtre. Et là, le système va m'afficher uniquement les modifications effectuées au cours de l'année 2019. Donc je peux facilement identifier pour un enregistrement ou pour plusieurs enregistrements, quelles sont les modifications effectuées et quand, et garder la trace de tout ça, et aussi effectuer des restaurations. Alors, les fonctionnalités d'historique, en fait, les fonctionnalités de recherche, elles ne sont pas limitées à l'historique, mais aussi à notre référentiel, sur lequel on peut effectuer des recherches, comme je vous ai montré sur l'historique, en précisant plusieurs critères. On peut aussi faire des recherches textuelles sur un ou plusieurs attributs du référentiel. Donc là, par exemple, je vais juste chercher la chaîne de caractères BNP sur tout mon référentiel. L'outil va me retourner automatiquement les enregistrements qui matchent avec ce critère de recherche. Et je peux aussi effectuer ce qu'on appelle des recherches de validation, c'est-à-dire afficher le ou les enregistrements qui contiennent des erreurs de validation. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas une règle de gestion que nous avons définie.
Euh, donc là, nous avons visualisé, nous avons vu ensemble rapidement les fonctionnalités de recherche. Et je voulais vous montrer aussi par la suite euh, d'autres façons avec lesquelles on peut visualiser un référentiel, comme par exemple une vue hiérarchique. Donc ici, vous voyez une vue tabulaire, donc les différentes colonnes de ma table de référence, mais je peux afficher le même référentiel sous format d'une hiérarchie. Donc là, par exemple, j'ai affiché les entreprises par zone géographique et par pays. Donc on voit les différentes zones géographiques de mon référentiel et je peux, par exemple, prendre l'Europe de l'Ouest. Ensuite, afficher les entreprises en France. Et ça me permet aussi pas que d'afficher les données sous format de hiérarchie, mais d'effectuer des opérations sur la hiérarchie. Par exemple, je peux, euh, euh, je peux attacher un enregistrement à une autre branche de ma hiérarchie ou dupliquer un enregistrement, etc. Je peux aussi, à partir d'ici, je vois que j'ai des pays sur lesquels je n'ai pas d'entreprise, donc je peux ne pas les afficher sur ma hiérarchie et afficher uniquement les branches qui contiennent de la donnée. Donc ici, on passe sur une nouvelle version de la hiérarchie dans laquelle toutes les branches contiennent des enregistrements. On peut aussi définir dans EBX d'autres vues customisées pour répondre à des besoins bien spécifiques. Par exemple, ici, nous avons mis en place une vue sous forme de carte, Google Maps, qui nous permet de visualiser les données de référence sur une carte. Donc, c'est-à-dire la customisation de l'interface graphique utilisateur, elle est très flexible et on peut l'adapter à un besoin très spécifique dans certains cas. Donc là, je vois les entreprises qui se trouvent sur la région parisienne et donc si je clique sur cette entreprise, je vais pouvoir afficher directement les informations de cette entreprise à partir de ma carte, etc. Euh, As-tu des questions, Mohamed? J'ai une question, ça veut Dis-moi. dire que si on veut, par exemple, présenter les gares dans une map géographique, on peut. Oui, on peut le faire très facilement avec EBX. C'est-à-dire, on peut construire le référentiel des gares et le rendre accessible à travers une carte. Et ça nous permet en fait de visualiser le référentiel des gares sur des cartes en se basant sur les différentes adresses de nos gares, comme on le voit ici pour D'accord. les entreprises. C'est-à-dire Et ici, dis-moi. du coup, ces référentiels, est-ce que on peut appliquer des patterns sur chaque donnée du référentiel, type code postal ou type adresse ou un référentiel, un nom ou un code d'un référentiel qui ne doit pas dépasser 3 caractères numériques, par exemple. Oui, Est-ce qu'on peut le faire à travers de l'outil? oui, bien sûr. Là, je vais te montrer un exemple, en fait, qui utilise Google Maps pour structurer et vérifier la structure de l'adresse saisie. Là, par exemple, je vais prendre n'importe quel enregistrement, juste modifier l'adresse, et à travers Google Maps, on va pouvoir en fait vérifier que la structure de l'adresse respecte bien la norme que nous avons définie. On peut aussi utiliser d'autres API comme celui de la Poste, etc. Donc c'est très flexible. Donc là, par exemple, je vais saisir mon adresse. Ok. Donc là, je vais mettre 122. Et là, on voit que je peux sélectionner à partir de cette liste l'adresse qui va bien. Et c'est fait automatiquement. Et quand je clique, tous les champs sont renseignés automatiquement à partir de l'adresse que j'ai récupérée à partir de mon outil
Là, dans notre cas, c'est Google Maps, mais ça pourrait être un autre outil. Donc là, nous avons le numéro, la rue, le code postal, etc. Avec aussi parfois, si besoin, les données géographiques comme la latitude et la longitude. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, très bien. Et est-ce qu'on peut voir uniquement dans les tables comment je peux appliquer certains patterns afin de formater les champs d'un référentiel? Oui, bien sûr. En fait, en gros, sur les tables, on peut définir des règles de gestion de façon générale pour s'assurer que le contenu de la donnée respecte bien par exemple, l'expression régulière que nous voulons mettre en place, comme pour le code postal, 5 chiffres de type numérique, ou pour un identifier d'entité légale à notre pattern, etc. Donc ces fonctionnalités-là sont natives sur EBX et EBX aussi nous met à disposition à l'API qui nous permet de le faire d'une façon spécifique si besoin. Euh, c'est très flexible et généralement ça répond à la quasi-totalité des use cases. Donc on va voir ensemble par la suite dans le workflow quelques exemples de règles de gestion métier que nous avons mis en place. C'est très flexible. Là, je peux te donner l'exemple de on verra par la suite dans le workflow. Je te montrerai quelques exemples avec des patterns que nous D'accord, avons mis en place très bien. pour vérifier à la saisie. On contrôle à la saisie en fait le pattern à respecter et on rejette tous les entrées qui ne respectent pas ces patterns et ces règles de gestion en général. C'est-à-dire tous les entrées, pardon, tous les données qui sont sauvegardées sont de base valides et respectent bien les règles de gestion que nous avons mis en place. Donc, en voyant ensemble un workflow, pour rappel, un workflow, c'est un ensemble de processus qui va permettre, dans un workflow maîtrisé entre différentes personnes, afin de valider l'exactitude d'un référentiel. C'est bien ça? C'est bien ça en fait. C'est-à-dire que on met en place généralement des règles de gestion pour dire, OK, cet ensemble d'attributs sont obligatoires, ces attributs sont optionnels, et pour cet attribut, la donnée doit être sous tel format, etc. On peut aussi mettre des règles de gestion qui sont dynamiques et qui se basent sur le contenu de la donnée elle-même. Par exemple, le code ERP, il est obligatoire pour les organisations de type RG, DC, par exemple, mais il n'est pas obligatoire pour les directions, etc. C'est-à-dire, la mise en place des règles de gestion, elle est très flexible. Mais généralement, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, une validation par les équipes métiers elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les données saisies par l'analyse fonctionnelle, elles sont revues et validées par le responsable du référentiel et qu'elles ne sont publiées qu'après la validation. Donc ça nous rajoute une couche de sûreté pour s'assurer que les données saisies sont de très bonne qualité. Très bien. Et le workflow, il nous permet de mettre cette gouvernance en place, c'est-à-dire de définir les différents profils qui doivent intervenir sur les référentiels, leur attribuer des rôles et leur permettre d'effectuer leur travail d'une façon collaborative au sein du même outil et aussi d'automatiser les différentes tâches. C'est-à-dire que l'analyse fonctionnelle va juste se connecter à l'outil, effectuer les modifications, cliquer sur un bouton pour soumettre les données qu'il a saisies à validation pour les responsables du référentiel. C'est ce qu'on voit ici dans la première étape, c'est-à-dire notre analyse fonctionnelle, il commence le workflow, il crée une demande, il définit les différents critères de la demande, il va effectuer les mises à jour du référentiel, après il va soumettre les modifications pour validation. Et par la suite, le responsable du référentiel recevra une notification automatique envoyée par l'outil pour l'inviter à la revue et la validation des données saisies par l'analyste fonctionnelle. Et il aura la main sur ces données pour les revoir et les valider ou les rejeter s'il considère que les données saisies manquent de clarté ou Certaines c'est informations. ça, que certaines informations doivent être clarifiées ou ajoutées, etc.
et ils vont pouvoir travailler ensemble dans le même outil pour valider et publier des données. Très bien. Voyons comment ça se passe concrètement dans l'outil Très bien. Workflow. Donc là, on va passer à la partie workflow. Donc notre workflow, il est sur le projet à faire. Nous avons mis en place plusieurs workflows. Nous avons pris pour la démo un workflow simple pour, euh, pour en fait, pour faire la démo plus rapidement. Là, je vous montre quelques autres workflows qui sont beaucoup plus complexes et dans lesquels d'autres profils interviennent. Donc là, par exemple, nous avons des workflows sur lesquels intervient un responsable métier, le responsable du référentiel, l'analyse fonctionnelle, l'administrateur ERP, etc. Donc nous avons pris pour la démo un workflow simplifié dans lequel nous avons deux profils, un analyste fonctionnel qui va créer une demande dans laquelle il va saisir des données et un responsable du référentiel qui va revoir et valider les données saisies par l'analyse fonctionnelle. Donc là, on va passer à l'outil et là, je vais me connecter comme l'analyse fonctionnelle du référentiel organisation de l'affaire. Donc ici, pareil, en fait, à gauche, vous avez dit que la liste des menus a été adaptée. Elle est différente de celle que nous avons vue tout à l'heure. Donc, elle est adaptée au profil analyse fonctionnelle du référentiel organisation. Et ici, on peut voir que nous avons différentes tables. Donc, les tables du référentiel organisation, principalement la table organisation. Et dans le menu workflow, on va pouvoir créer une nouvelle demande de workflow pour ajouter, par exemple, une nouvelle RG. Donc, j'ai cliqué sur le petit bouton pour démarrer ma demande. Je vais définir l'objet de la demande ainsi que la description. Donc, supposons que je vais créer une RG. Et dans le champ de description, je vais détailler donc, plus ma demande. Par la suite, j'ai aussi la possibilité d'attacher un document à ma demande. Donc, je peux attacher des documents de type Excel ou autre. Donc là, si je prends par exemple, supposons que j'ai ajouté des données que je souhaite saisir dans une fiche Excel et que quelqu'un d'autre va saisir la demande, c'est-à-dire par exemple si le responsable du un responsable métier a créé la demande qui sera saisie par l'analyse fonctionnelle, il peut ajouter, attacher à sa demande un document dans lequel il détaille plus ce qu'il veut faire. Par la suite, je vais définir une date d'effet pour ma demande et une date de publication. Alors la date d'effet, elle nous permet de travailler sur des versions futures de la donnée, c'est-à-dire on peut créer une RG aujourd'hui et la publier et la mettre à disposition des utilisateurs finaux ainsi que des systèmes consommateurs. Par contre, elle sera effective au 1er mars 2021 par exemple. Et la date de publication, c'est la date à laquelle je souhaite publier mes données et les rendre publiques, c'est-à-dire les mettre à dispo des utilisateurs et des systèmes consommateurs. Ce qui va nous permettre de versionner nos référentiels. C'est ça, ce qui nous permettra de créer plusieurs versions de notre référentiel. Donc une fois que j'ai saisi et complété le formulaire de la demande, j'aurai la possibilité d'accéder à mon référentiel pour effectuer des modifications. Donc là, je suis sur la vue tabulaire. Ce que je vais faire, je vais plutôt afficher ma vue hiérarchique parce que c'est plus pratique pour identifier certains nœuds dans mon référentiel. Je peux aussi filtrer. Donc, puisque je veux créer une RG, ben, je vais filtrer sur les niveaux. Je vais afficher uniquement les nœuds de type UDC, voilà, de niveau 9.
Donc j'applique mon filtre, j'attends que le système m'affiche tous les nœuds au niveau 9. Donc j'ai ici l'exemple accès réseau, NDC. Donc ce que je vais faire pour faciliter la saisie, je vais le dupliquer. Donc je peux dupliquer un enregistrement existant au lieu de commencer à partir de 0. Donc je vais cliquer ici sur mon menu et je vais dupliquer l'enregistrement. Donc par la suite, je vais accéder au formulaire qui va me permettre de saisir les données pour mon nœud DC. Donc ici, je vais ajouter un libellé court. Donc, je vais mettre DC de test. Concrètement, pour les téléspectateurs, on est en train de rajouter une ligne dans le référentiel. C'est bien ça, c'est-à-dire nous sommes en train d'ajouter une ligne dans notre table d'organisation. Bon, je vais mettre le même libellé long. Et je vais renseigner d'autres informations. Donc ici, je vois par exemple que j'ai un statut. J'ai une date d'effet, je vais la définir dans le futur. Donc je vais sélectionner le premier. Je vais garder la date d'aujourd'hui, c'est pas grave. Donc je ne vais pas saisir le code ERP. Donc je vais faire exprès pour vous montrer comment on peut mettre en place des règles de gestion dynamiques. Donc ici on voit déjà que nous avons plusieurs attributs obligatoires pour tous les niveaux dans l'organisation et que certains attributs sont obligatoires pour certains niveaux et pas d'autres, comme le code ERP par exemple, qui est obligatoire pour le niveau 3, 5 et 9 dans mon organisation, mais par contre il n'est pas obligatoire pour les autres. On peut aussi voir que ici le code ERP doit respecter une nomenclature bien définie qui est en fait 5 digits, c'est-à-dire 5 caractères de type numérique. Donc si je mets ici quelque chose qui n'est pas 5 caractères numériques, le système va le refuser. Donc là, je vois que j'ai une erreur qui me dit que le code ERP doit respecter la nomenclature de 5 digits. Donc pareil, si je ne renseigne pas mon code ERP et que je sauvegarde, je vais avoir une erreur. Donc là, qui me dit que le statut RH est obligatoire. Donc je vais l'activer, je vais le spécifier. Et par la suite, si je sauvegarde, donc c'est le système a accepté la saisie. Donc je peux renseigner d'autres attributs. Alors, on peut aussi mettre en place des attributs avec une valeur par défaut. Comme par exemple ici, on voit que ces deux attributs sont de type booléen et ils ont une valeur par défaut qui est un nom. Donc etc. C'est-à-dire sur la règle de gestion, l'outil est très flexible. On peut aussi spécifier des valeurs calculées. Par exemple, je vois ici deux attributs de type date qui sont calculés automatiquement. Et je peux aussi visualiser mes attributs d'audit trails. Donc ici, nous avons 4 attributs qui sont mis en place sur toutes les tables, sur tous les référentiels, qui sont la date de création et la date de dernière modification, l'utilisateur qui a effectué la création et l'utilisateur qui a effectué la dernière modification. Donc là, c'est bon, je considère que j'ai terminé ma saisie, donc je vais sauvegarder et fermer. Ensuite, je vais revenir à ma demande et je vais la soumettre pour validation au responsable du référentiel. Donc là, c'est bon, j'ai soumis ma demande. Je peux aussi suivre l'évolution de ma demande à partir de cette liste de demandes. Donc, si je clique et j'accède au formulaire de ma demande, je peux suivre l'évolution du workflow. Donc là, je vois que c'est moi qui a créé la demande, que je l'ai soumise, et qu'elle est actuellement en cours de validation.
chez le responsable du référentiel organisation. Donc le responsable du référentiel organisation va recevoir une notification email qui va l'inviter à effectuer la revue et la validation de la demande. Donc là, il reçoit une notification qui inclut des informations sur la demande workflow. Donc on voit l'étape actuelle, qui est la validation de la solution. On voit aussi le libellé, c'est-à-dire l'objet de la demande. Et on voit la description de la demande dans cette notification email, avec un petit bouton ce qui va me permettre d'accéder au référentiel. Donc là, je vais cliquer sur le petit bouton. Je suis redirigé vers l'outil. Je vais me connecter comme responsable du référentiel. Et là, je vois que j'ai plusieurs demandes à traiter dans mon boîte de réception de workflow. Donc, je vais prendre la dernière. Là, je vois la demande de création de RG. Donc, je vais prendre et démarrer. Donc ici, je peux consulter toutes les informations sur la demande. Je peux aussi télécharger le fichier attaché à ma demande et bien évidemment le consulter. Et je peux visualiser la solution, c'est-à-dire visualiser les modifications effectuées sur le référentiel. Donc à travers cet écran qui va me permettre de comparer la version publique du référentiel avec la version de travail de la demande de workflow. Donc à gauche, j'ai la version publique et à droite, j'ai la version de travail du workflow. Je vois ici qu'il s'agit d'une création d'un enregistrement avec la petite icône plus et à travers laquelle je vais pouvoir visualiser le formulaire de l'enregistrement créé. Donc là, je peux revoir ce qui a été saisi. Donc je vois par exemple qu'il n'y a pas de code ERP, donc ça ne me convient pas. Donc je vais refuser ce qui a été saisi et demander la saisie de ce code ERP. Donc je vais rejeter la demande. Et je vais demander à l'analyste fonctionnelle de saisir. Alors, tous ces process, ça nous permet d'avoir une seule source de vérité avec de bonne qualité. Du coup, validé dans un workflow maîtrisé. C'est ça. Donc en gros, on ne peut pas publier et mettre à disposition des données avant qu'elles soient revues et validées, au moins à travers une seule étape de validation, quand cela est nécessaire, bien sûr. Donc là, je rejette le workflow. Donc il sera assigné de nouveau si je reviens à notre diagramme de workflow. Donc là, c'est l'étape de validation et le responsable du référentiel a rejeté la demande, il a ajouté un commentaire et la demande va revenir vers son créateur qui est l'analyse fonctionnelle qui sera notifié par le système. Donc il va recevoir une notification email qu'il demande aussi d'effectuer des modifications nécessaires sur le référentiel. Je vais me connecter maintenant comme analyse fonctionnelle et je vais prendre cette demande. Donc je vais visualiser dans un premier temps le commentaire saisi par le responsable du référentiel. Donc ici je vois que le responsable du référentiel demande de saisir le code ERP. Je peux aussi en fait, à travers la liste directement, visualiser l'évolution. Ici je vois avec le petit pouce vers le bas que la tâche de validation a été rejetée avec le commentaire suivant et que nous sommes revenus sur l'étape de création de la demande. Donc là, je
vais accéder de nouveau à mon référentiel et effectuer les modifications demandées par le responsable du référentiel. Donc je vais reprendre, donc ici comme vous avez vu, nous avons ici une fonctionnalité de tri. Donc on peut trier les enregistrements avec un ou plusieurs attributs. Donc je peux combiner les tris. Là. Je me suis placé sur le dernier identifiant pour accéder rapidement au dernier nœud que je viens de créer. Mais je peux aussi les trier à travers le statut, l'identifiant, etc. Donc là, j'accède de nouveau à mon formulaire et je vais saisir de code de RP, demande d'essai. J'enregistre. Je reviens à ma demande et je vais resoumettre de nouveau la demande. Donc pareil, le responsable du référentiel a reçu une notification, de nouveau pour l'inviter à la validation. Donc pour avancer rapidement, je ne vais pas l'afficher, mais je vais me connecter directement comme responsable du référentiel. Et je vais accéder à ma liste de demandes en cours. Là, je vois que j'ai reçu de nouveau la demande. Donc, je vais visualiser la solution. Donc, je retourne au nœud qui a été créé dans cette demande. Je vais afficher le formulaire. Je vais revérifier les données saisies. Donc là, je vois que le code ERP a été bien saisi. Donc tout le reste m'en convient. Donc je vais valider la solution. Et une fois qu'elle est validée, les données ils peuvent être désormais disponibles en fonction de la date d'effet choisie. C'est ça. En fait, là, si on vérifie, là, si je reviens sur le nœud qui a été créé, donc je vais juste récupérer son identifiant et je vais visualiser la version publique du référentiel. Donc là, je vois bien que le nœud n'existe pas encore. Donc, si j'effectue aussi une recherche en utilisant l'identifiant, je ne vais pas le trouver parce qu'il n'est pas encore publié. Donc il est toujours dans l'espace de données de travail de la demande. Quand je vais publier la demande, donc je vais valider la demande. Donc maintenant, si je reviens sur notre modèle de workflow, j'ai validé, donc le système va vérifier la date de publication, et quand elle est égale à la date du jour, il va publier automatiquement les données. Donc si je reviens à mon référentiel, je vais trouver le nœud que nous avons créé dans ce workflow. Donc, as-tu des questions sur le workflow, Mohamed? Non, c'est très bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, cet outil permet d'avoir une seule source de vérité sur un référentiel qui est sollicité par différents systèmes d'information, qui peut alimenter ces systèmes d'information aussi, et ça permet d'avoir des données de bonne qualité avec une accessibilité à ces données-là via des API. C'est ça, en fait. EBX, il s'intègre bien aussi avec les autres systèmes. Ce qu'il permet de faire, c'est de générer automatiquement des API Web Services de plusieurs types. Donc, des API Web Service REST, des API Web Service SOAP. Il permet aussi d'exporter les données sous plusieurs formats de fichiers. Et il permet aussi de répliquer les données au niveau de la base de données pour les rendre accessibles à travers un requêtage SQL si besoin. Donc il s'intègre facilement dans le système d'information pour mettre à disposition les données de référence à d'autres systèmes. Et du coup, on peut imaginer un système d'information qui peut s'abonner à une donnée type référentiel et demander une version de ce référentiel afin de l'intégrer dans ses projets. C'est bien ça. En fait, dans le projet Refer, ce que nous avons fait, c'est mettre en place de l'API management. Donc, tous les référentiels seront disponibles à travers un abonnement à l'API management avec des web services REST.
et les applications qui souhaitent récupérer ces données de référence et donc s'abonner à l'API management, au référentiel qui va bien pour consommer ces données automatiquement. Du coup, je peux imaginer que je suis une application qui a besoin d'un URP ou un Business Objects, qui a besoin d'une donnée référentielle de type organisation avec telle version. Du coup, il suffit juste du je m'abonne aux données et interroger l'API pour avoir ces données-là avec la bonne version. C'est bien ça. En fait, il suffit de s'abonner à la donnée pour avoir euh, le référentiel avec la bonne version. Et c'est flexible, c'est-à-dire on peut, au système consommateur de définir la fréquence avec laquelle il souhaite récupérer les données. Ça peut Du être coup, pour quotidien résumer, ou on a plusieurs un fois outil par jour aujourd'hui. ou en temps réel aussi. Ouais, du coup, pour résumer, Sabri, c'est qu'on a un outil aujourd'hui responsive design qui est aussi user-friendly euh, pour avoir une autonomie des métiers, à savoir les analystes, les responsables référentiels, afin de maîtriser leurs référentiels avec une sécurité et une traçabilité de bout en bout. C'est ça, c'est-à-dire le plus important, je pense, c'est le fait que tout profil, tous les profils actuellement sur FR, nous avons des responsables métiers, des analystes fonctionnels, des administrateurs ERP, des responsables du référentiel, c'est-à-dire plusieurs profils métiers qui travaillent tous ensemble à la maintenance de ces référentiels, à la maintenance, c'est-à-dire à la saisie, à la revue, à la validation et à la publication. Et ils sont en 100% autonomes, c'est-à-dire en gros l'outil leur permet de faciliter un peu ce process euh, et, euh, et d'automatiser les tâches qui sont automatisables. Par exemple, l'envoi de notification pour les inviter à une tâche de workflow, leur informer qu'une donnée a été publiée et, c'est-à-dire ces profils, ils peuvent travailler tous ensemble pour s'assurer que les données sont de bonne qualité. Le deuxième point, c'est la mise en place de règles de gestion à la saisie, c'est-à-dire qu'on contrôle les données dès leur saisie. Et quand les données sont sauvegardées, nous sommes sûrs et certains qu'ils sont compatibles et compliant avec les règles de gestion saisie, Ils sont euh, prédéfinis par. qui sont définies par les équipes métiers, bien sûr. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Sabri. Ben, je t'en prie. À très bientôt. Allez, très bientôt.